Ceci est un test. Ceci est un test. Bien, bonjour à tous. Voilà, alors, nous sommes le 22 mai 2025 et je viens de faire la vidéo à 20 heures tout seul. Elle n'a pas été enregistrée, donc je vais la faire une deuxième fois. Voilà, donc j'espère que certains d'entre vous vont pouvoir venir. Alors, je suis désolé pour le retard, ça fait une demi-heure 40 minutes même que je fais la vidéo, mais elle n'est pas partie. Alors, on recommence du début. Alors, écoutez, merci d'être là. Merci d'écouter cette vidéo pour celles qui vont le faire. Alors, c'est une courte vidéo qui va durer une demi-heure. Je vais essayer de faire assez rapide et assez, on va dire, assez synthétique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Costa, je suis auteur autopublié. J'ai écrit déjà plusieurs romans. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'écris. J'ai écrit du polar. Ça, c'est mon deuxième polar, celui qui sort aujourd'hui. J'ai écrit de la fiction historique avec un roman qui s'appelle Aztec. J'ai écrit du thriller avec L'ombre du monde ou The Prison Experiment, qui est thriller limite science-fiction. Euh, et j'en oublie, je crois. Enfin voilà, donc j'ai écrit plusieurs romans. Et, euh, et aujourd'hui, je sors mon dernier roman qui s'appelle Le Pacte des Abysses. Alors, Le Pacte des Abysses, ça sort aujourd'hui. C'est en promo pour la sortie jusqu'à dimanche 25 inclus. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à 2,99 € au lieu de 4,99 €, voire 5,99 €. Je vous remercie déjà chaleureusement tous, toutes les lectrices, tous les lecteurs qui me suivent, tous ceux qui me suivent. Euh, je remercie mes chroniqueurs et correcteurs qui ont fait un travail formidable, euh, qui ont, on va dire, qui n'ont pas ménagé leur temps pour améliorer ce livre. Alors, pour vous dire, hein, j'ai supprimé des chapitres, j'ai supprimé 3 chapitres, j'ai tout réécrit entièrement, j'ai pris compte de toutes les, on va dire, de toutes les remarques de tous les correcteurs et de toutes les correctrices chroniqueuses, parce que je trouve que chacun avait quelque chose à apporter. Et donc, ils ont réussi à porter le roman un petit peu plus loin, et j'ai moi-même ensuite entièrement tout repris, lissé, peaufiné, fait briller, illustré, tout ce que vous voulez. Donc, pour arriver au résultat final que je suis capable de vous montrer aujourd'hui. Je suis ravi donc de vous retrouver ce soir pour la sortie officielle de ce roman. Alors, merci d'être là, et nous allons tout de suite commencer par le pitch du roman, sans spoiler. Le pacte des abysses. Les marins disent que la mer efface tout. Mais ici, au Mont, elle ravive les souvenirs, exhume les secrets et réveille les morts. Le 15 novembre 1897, Édouard Sombreval revient au Mont-Saint-Michel à la demande pressante de son oncle. Mais à son arrivée, tout bascule. Peu à peu, des vérités enfouies refont surface. Les rumeurs d'une confrérie oubliée l'entraînent dans une quête haletante. Une aventure qui pourrait bien l'entraîner tout au fond des abysses. Voilà, alors, vous avez donc, on va dire, l'Inkipit, hein. Et donc, le décor est posé. L'action se passe au Mont-Saint-Michel en 1897. Le personnage principal s'appelle Édouard Sombreval. Il revient au Mont suite à la réception d'une lettre de son oncle qui l'interpelle. Il comprend qu'il n'a pas le choix, qu'il faut revenir. Alors, Édouard, c'est quelqu'un qui a quitté le Mont 9 ans avant, qui est parti vivre à Paris. C'est un musicien. C'est la première fois que je fais un personnage qui est musicien. Il est musicien-compositeur. Sa spécialité, c'est la flûte traversière. Et donc, ça va lui donner certaines capacités qui vont lui permettre de vivre cette aventure. Voilà, ça va être utile forcément dans l'aventure. Si c'est un musicien, c'est pas pour rien. Et je pensais pas faire un jour un héros musicien, mais voilà, c'est un héros musicien. C'est pas une héroïne, c'est un héros et il est musicien. Voilà. Alors la lettre que reçoit Édouard, eh bien, je vais vous la lire. Nous allons découvrir ça. Alors, je vous spoile pas parce que c'est pareil. Hein, on la lit au tout début du chapitre 1. Mont-Saint-Michel, le 10 novembre 1897. Mon cher Édouard, je te demande pardon pour la soudaineté de cette lettre et l'urgence de mon ton, mais je crains de ne plus pouvoir attendre. J'ai fait une découverte troublante dans l'abbaye, une révélation qui pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur le mont. Les marées, jadis irrégulières, semblent désormais guidées par une force inconnue, et les signes inquiétants se multiplient. Bruits sourds venant des profondeurs, murmures dans les vents qui balaient la baie, glissements de terrain qui, je le crains, ne sont pas tous d'origine naturelle. Je ne puis te confier davantage par crainte que ces mots ne tombent entre de mauvaises mains. Sache seulement
que ce que j'ai découvert va bien au-delà de simples légendes locales. Seul toi, Édouard, peux comprendre ce qui se joue ici. Ton regard neuf, ta sensibilité sont peut-être la clé pour percer le mystère auquel nous faisons face. Je t'en supplie, reviens au mont sans tarder, je crains que ce que j'ai entrevu ne soit que le commencement. Avec toute mon affection, ton oncle dévoué Armand. Alors voilà, donc Édouard reçoit cette lettre, il est à Paris, et bien le lendemain, il part pour le Mont Saint-Michel, et l'histoire commence. Donc en gros, on va partir sur une enquête policière, et ça va être un petit peu le même genre le même genre, on va dire, le même genre littéraire que le Livre d'Or, hein. Je vais faire une série, c'est-à-dire un univers, qui va s'appeler Les Orbes inférieurs, et qui va concentrer toutes ces histoires, tous ces polars historiques, ésotériques que j'écris en ce moment. Donc c'est des polars qui ont un côté un petit peu surnaturel, on va dire, voilà, pour simplifier, qui se passent à chaque fois dans des lieux assez emblématiques. On a les Carpates pour le Livre d'Or, là on a la brume du Mont Saint-Michel pour le Pacte des Abysses. Et voilà, et donc ça se passe, ils ont pour point commun, plusieurs points communs, mais je ne vais pas vous spoiler, mais il y en a un, c'est qu'ils se passent tous en l'année 1897. Alors pourquoi cette année? C'est un hommage à Bram Stoker, la sortie de Dracula cette année-là. Et pour moi, c'est un moment que j'aime énormément, parce que c'est les débuts de la science telle qu'on la connaît, le début de l'électricité, de la photographie, toutes ces choses-là. Et en même temps, dans le monde, il y a encore beaucoup de superstitions, beaucoup de lieux reculés, où on vit encore un peu comme un Moyen-Âge, hein. On pouvait le voir un petit peu dans le refuge du Livre d'Or. Là, on le verra dans le Mont Saint-Michel. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu cette dichotomie, en fait, hein. On peut utiliser un petit peu des éléments, on va dire, du progrès, et puis en même temps, on est encore un peu dans les croyances anciennes. Ça me plaît beaucoup. Euh, et donc, voilà, donc ça c'est l'univers. Et donc tout part d'une lettre étrange envoyée par un oncle que le héros n'a pas vu depuis des années. Et lorsqu'il arrive au mont, rien ne se passe comme prévu, forcément. Alors, je regarde si vous avez des questions. Bonsoir Nathalie, merci d'être présente. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu sais que ça me fait plaisir. Tu es la première pour l'instant. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, j'ai fait la vidéo, mais elle n'était pas enregistrée, donc j'en fais une deuxième. Donc, je ne suis pas du tout à l'heure. Donc voilà, je présente toutes mes excuses. Et n'hésitez pas, si vous prenez la vidéo en cours, à poser quelques petites questions. Ça fait toujours plaisir de faire un petit coucou. Les inspirations, eh bien Lovecraft, beaucoup Lovecraft, parce que j'aime beaucoup les univers Lovecraftiens, ce héros qui débarque seul dans un endroit qui est inconnu. Alors, Édouard Sombreval est originaire du Mont, donc il connaît le Mont, mais en même temps, il le connaît, mais en même temps, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, ça fait 9 ans qu'il n'est pas venu. Alors, il est considéré comme un étranger maintenant par les habitants ne le reconnaissent plus. Et donc j'aime beaucoup, on revient sur Lovecraft, le personnage qui arrive dans un lieu inconnu, avec des choses un petit peu bizarres, qui petit à petit glisse de plus en plus dans l'horreur, le fantastique, le surnaturel, tout ce que vous voulez. On essaye de rester quand même sobre. Je tiens à respecter l'histoire, pas faire d'anachronisme, mais on peut avoir des interprétations. Alors soit le personnage imagine des choses, soit vraiment il y a des manifestations inexpliquées qui arrivent. Excusez-moi 2 secondes. Oui, tu peux me mettre la lumière, s'il te plaît? J'ai bientôt fini. Et donc voilà. Donc, alors Lovecraft, pourquoi? Alors, les romans qui m'ont inspiré, les romans de Lovecraft qui m'ont inspiré, donc on va dire l'horreur. Alors, il y a le Innsmouth, alors Dunwich, enfin, tous ces trucs-là, l'affaire Charles Dexter Ward, Cthulhu, forcément. Alors, toutes ces histoires un petit peu avec des recherches sur des journaux, des écrits anciens, des objets anciens, des gens, des personnages qui ont disparu, des personnages qui ont eu un gros impact plusieurs dizaines d'années avant le récit. Voilà, ça j'aime beaucoup dans Lovecraft. Alors, j'ai relu beaucoup de Lovecraft, hein, j'ai étudié ses livres pour écrire cette histoire. Et bon, Lovecraft c'est un maître, hein, c'est un régal à lire, c'est de l'orfèvrerie, c'est magnifique. Voilà. Donc, moi je suis loin d'avoir ce niveau-là, mais pour ceux qui aiment cet univers-là, vous retrouverez, je pense, certains éléments, si vous aimez, ça pourra vous convenir. Edgar Poe également, avec les histoires extraordinaires. Et voilà, donc en gros, cette ambiance gothique, alors Bram Stoker bien sûr, parce que j'ai une fascination un petit peu pour tout ça, hein, pour les sociétés secrètes, pour les cultes oubliés, ces choses-là, pour l'histoire, pour les mythes marins, le folklore breton, le folklore normand. Voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches historiques sur le Mont Saint-Michel, le 19e siècle, et j'ai essayé de rendre les choses vraiment comme si on était immergé. Il va y avoir des personnages historiques qu'on va rencontrer, comme la mère Poulard, comme l'architecte Courroyer qui est en train de s'occuper de la restauration du mont.
On va découvrir tout ça, on va découvrir que Le Mans avant était une prison. Jusqu'à 1863, c'était une prison. Ça a commencé un petit peu après on va dire après la Révolution française, et puis ça a duré jusqu'à 1863. Donc c'est quelques dizaines d'années avant le début de l'histoire. Et donc il y a des conséquences, forcément. Vous imaginez bien qu'avec le côté un petit peu Indiana Jones que j'aime bien de mes héros, on va aller visiter un peu cette prison, on va voir ce qui se cache là-dedans. On va imaginer tout un tas de trucs. Voilà, donc c'est ça, c'est un petit peu pour les recherches et puis un petit peu les inspirations. Quelques extraits. Alors, je vais vous lire un deuxième. Je vais vous lire encore deux petits extraits. Alors là, il y en a un qui se déroule pendant l'enquête, puisqu'on parle d'une enquête policière. Donc, le titre, c'est très simple, s'appelle La liste des suspects. Alors, la jeune femme repose sa tasse vide sur la table et examine les murs qui les entourent. Croyez-vous vraiment au surnaturel, Édouard? Je ne sais pas. J'ai toujours été quelqu'un de rationnel comme mon oncle. Mais Morgane Trémorne affirme que ces marques relèvent de croyances anciennes. Cela m'oblige à reconsidérer certaines choses. Marie croise les bras songeuse. Je suis un peu comme vous, soupire-t-elle, mais avant de chercher des explications qui nous dépassent, il faudrait peut-être étudier les individus. De nombreuses personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Elle marque une pause avant de poursuivre. Prenez l'inspecteur Legros, par exemple. Il a vu bien des choses à Nantes avant de venir au Mont. Il n'a certainement pas été envoyé ici par hasard. Alors ça, voilà, donc ça c'est un petit extrait pour montrer un petit peu toute la complexité de la trame des personnages et un petit peu, sans vous spoiler, hein, d'autres choses. Je vais vous lire un petit morceau on va dire, allez, un petit morceau un petit peu énigmatique, on va dire. Alors qu'il éclaire l'intérieur du meuble avec sa lanterne, une irrégularité dans le bois attire son attention. Une gravure presque imperceptible d'une finesse troublante, faite de 3 lettres entrelacées TNB. Juste en dessous, entourée d'un cercle parfait, repose une pieuvre aux tentacules torsadés, prête à bondir hors du secrétaire. Édouard parcourt des doigts les rainures dans le bois et son cœur s'accélère. Il ne s'agit pas d'une signature d'artisan, mais bien du symbole décrit par le professeur Duval. La présence du trigramme confirme sans équivoque que cette pieuvre est liée, tout comme ce meuble, à l'ancienne confrérie. Ténébriel, murmure-t-il. Voilà, donc je veux éviter de vous en dire trop, mais c'était quelques extraits, je pense que c'est important pour vous découvrir un petit peu le temps du récit. Je regarde s'il y a des questions. Alors, on ressent tout ton travail de recherche pendant notre lecture, une réelle immersion dans le monde. Merci beaucoup pour ce retour, Nathalie. Effectivement, le but, vous savez, c'est toujours pareil. Il faut il faut faire des recherches, il faut s'immerger, il faut vivre dans le monde nous-mêmes en tant qu'auteur. Et ensuite, il faut comment dire, le restituer avec le plus de simplicité, le plus de naturel possible. C'est ça qui est difficile. Il ne faut surtout pas trop en faire, d'aller raconter spécialement quelque chose parce qu'on l'a lu et parce qu'on veut le caser. Non, en fait, il faut avoir une maîtrise complète de l'univers de manière à écrire comme si on écrivait dans notre vie de tous les jours. Et c'est pas forcément évident à faire. Donc il faut revenir à une certaine simplicité. Et c'est pour ça que j'ai essayé de couper le moment. Donc voilà, ça c'est mon fils qui a une très belle épée. C'est très bien, César. Par contre là, je suis occupé. Il faut que tu sortes et que tu fermes la porte. Je viens te voir juste après. Mais César. papa, comment ça dure vampire? Donc voilà, donc j'en étais, excusez-moi pour ce petit intermède. César, s'il te plaît, là je ne peux vraiment pas m'occuper de toi. César, s'il te Mais plaît. papa, Je viens dans 5 tu me minutes. fais un pli bien pour César, ça. César, je suis en train de travailler. Voir avec maman, je viens dans 5 minutes. Ah, voilà, les aléas du direct. Hein. Alors, on continue. Alors, combien de temps pour l'écrire? Eh bien, j'ai mis plus d'un an à écrire ce roman. Voilà, j'ai mis plus d'un an à l'écrire. Ça a été énormément de travail, des heures et des heures et des heures et des heures, et j'en pouvais plus. Quand je vous dis qu'il faut être immergé dans son univers, c'est vrai, mais à la fin, on n'en peut plus de son univers, on a envie de s'en échapper. Donc, je suis bien content de terminer le livre aujourd'hui. Je vais accompagner le livre encore pendant 2, 3, 4 semaines, et ensuite, il va vivre sa propre vie. Et c'est tant mieux, voilà. Donc c'est-à-dire que je vais encore corriger parce qu'il y a sûrement encore des petites coquilles. D'ailleurs, si vous envoyez, n'hésitez pas à me le dire. Ça permettra d'améliorer le roman et ça permettra d'offrir une meilleure expérience au lecteur suivant. Donc j'ai mis un an. Ça a été long parce que c'est une histoire qui est complexe, parce que c'est du polar, parce que je voulais essayer d'arriver d'une certaine forme de finesse. Je pourrais le retravailler encore pendant un an ou deux, hein, le livre, hein, mais bon, c'est juste qu'à un moment, je voulais qu'il participe au Plume francophone.
Il fallait que je le sorte donc en mai, parce que le concours des plumes francophones s'arrête en août, et je profite pour vous dire, si vous aimez le roman, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que ça m'aidera pour le concours des plumes francophones, qui peuvent permettre d'avoir une édition papier, enfin c'est voilà, le rêve de tout écrivain, donc j'espère qu'il va être remarqué dans ce concours, et c'est pas la première fois que je participe à ce concours, ça fait déjà pas mal d'années, j'ai jamais rien gagné pour l'instant, mais voilà, on peut toujours rêver, donc si vous voulez me filer un coup de main, c'est génial. Quelle est la part de vrai dans le roman? La part de vrai dans le roman, eh ben, j'ai essayé de faire, comme je vous ai dit, de respecter l'histoire. Voilà, donc on arrive dans le monde, je respecte l'atmosphère, pardon, qu'il y a dans le roman. Euh, je respecte les personnages historiques, et en même temps, on va créer des personnages de fiction pour rendre tout ça un petit peu plus magique, un petit peu plus complexe. Voilà. Le personnage d'Edouard est-il inspiré de quelqu'un? Non, il est inspiré de personne, c'est un musicien, compositeur, j'en connais aucun, presque pas en tout cas. Mais il a un ami qui s'appelle Charles Verhoeven, qui est important également dans l'histoire, qui malheureusement est décédé quand il arrive au Mont. Donc c'est difficile pour Édouard de faire face à ça. Mais cette amitié est un petit peu autobiographique, puisque elle correspond à d'un des correcteurs du livre qui s'appelle Jean, qui est mon ami d'enfance, avec qui j'avais écrit The Prison Experiment. Et donc, il y a un petit lien avec cette amitié d'enfance, voilà. Est-ce une suite? Alors non, alors c'est pas comme je l'ai dit, ça va être englobé dans une série qui va se passer en 1897 et qui va être une série de polars avec un petit côté surnaturel, qui va s'appeler Les Orbes Inférieurs, que je suis en train de créer actuellement. Il va y avoir plusieurs livres, plusieurs romans qui peuvent être lus séparément dans cette série qui se passe tout le temps en l'année 1897. Le premier, c'est le livre d'or, le deuxième, c'est celui-là, mais on peut les lire dans l'ordre et dans le désordre, ça n'a rien à... Ça va dire, on retrouve un peu la même chose, mais les personnages ne sont pas... Peut-être ils se rencontreront plus tard, mais là, pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Et donc, c'est cet univers que j'ai essayé de créer, qui est un petit peu, on va dire, Lovecraftien. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je regarde s'il y en a d'autres. Une attaque en live. Oui, tout à fait. Alors, on continue. Les coulisses de l'écriture. Où tu as écrit. Alors, où est-ce que j'écris? Dans mon canapé, face à la mer. J'ai cette chance-là d'avoir une vue sur la mer de chez moi. Et donc, voilà. Donc, dans mon canapé, les jambes en l'air, parce que je suis grand et j'ai les jambes lourdes. Et donc, voilà. Donc, j'ai passé des heures et des heures et des heures dans ce canapé. D'ailleurs, il faudra bientôt le changer parce qu'il est un peu abîmé maintenant. Mes doutes. Bah, des doutes quand on construit une histoire comme ça. C'est une histoire assez complexe parce qu'elle se passe, on va dire, elle se passe en 1897, mais il y a des événements antérieurs à 1870 qui sont très importants, qu'il faut que mon héros va apprendre doucement, il va faire les ponts. Ça qui est pas évident, c'est de faire les ponts dans la réflexion du héros, c'est de se mettre dans la tête de tous les personnages pour avoir vraiment une logique de ce que je te dis, ce que je te dis pas et pourquoi et quand est-ce que je te le dis. Finalement, je te l'ai pas dit, mais je te le dis plus tard. Mais bon, enfin, voilà. Donc ça, ça demande de se mettre dans un peu de tous les personnages et c'est un travail colossal. Donc ça, c'est les doutes. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai réussi à me mettre vraiment dans la tête de tous les personnages? Est-ce que les personnages ont une substance? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce que voilà, ça c'est pas facile. Je pourrais passer des années, hein, des mois, on va dire, à réécrire ce roman. Le problème, c'est qu'à un moment, on n'arrive plus à voir en tant qu'auteur. C'est pour ça que j'avais besoin, et je remercie encore une fois mes chroniqueurs et mes correcteurs. Je pense à Nathalie, je pense à Isabelle, à Philippe, à Jean, à Claire, qui m'ont énormément aidé, qui m'ont fait plein de remarques. Euh, c'est grâce à vous, en fait, parce que nous, en tant qu'auteur, on a le nez dans le guidon, on voit plus rien. Et à un moment, on a quelqu'un qui arrive qui dit: «Ah, tu s'en vas, t'as vu ce que tu as écrit? Ah oui, ouais, effectivement. Ah, puis là, d'un seul coup, on voit que ça part.» Mais nous, on voit plus nos erreurs, on voit plus nos fautes d'orthographe, on voit plus. C'est atroce, c'est atroce. On peut plus travailler le roman à partir d'un moment. Donc Stephen King préconise d'arrêter pendant plusieurs mois et de revenir avec un regard neuf. Alors moi, j'ai arrêté pendant plusieurs semaines et je suis revenu avec un regard neuf. J'ai pas pu faire plusieurs mois parce que je voulais qu'il participe au Plume cette année. Mais j'ai travaillé, j'espère, on va dire, j'espère être arrivé à un niveau qui vous conviendra. C'est le maximum que j'ai pu faire et je pense que maintenant, si je travaille encore peut-être 6 mois sur le roman, je vais presque pas l'améliorer. Je pense que vraiment, je suis arrivé presque au bout de ce que je peux faire. Ce qui m'a le plus marqué pendant la création du roman, on va dire, c'est peut-être le cheminement intérieur du personnage, c'est-à-dire ce qu'il va comprendre par rapport à son passé, sur lui-même, parce que c'est relativement autobiographique, j'aurais peut-être pas le dire, mais voilà. Mais je pense que de toute façon, les auteurs mettent beaucoup d'eux-mêmes dans le roman, et effectivement, il y a cette réflexion du personnage principal qui est liée à mes réflexions personnelles du moment.
c'est marrant, ça sort même sans qu'on s'en rende compte hein, quand on écrit en fait, hein. Moi je pensais que j'allais parler d'autre chose, et puis en fait je partais là-dessus. Ça m'arrive souvent de me dire j'ai une thématique de travail, et puis à la fin je me rends compte que c'est pas du tout ça, et en fait ça, limite j'apprends sur moi-même, quoi. Enfin, c'est assez intéressant l'écriture de ce côté-là. Anecdote sur la construction du suspense et certains personnages. Bah écoutez, par exemple, des difficultés sur, on va dire, puis en même temps, c'était un bon challenge, c'était la création d'un personnage qui est un inspecteur, assez bourru, qui arrive de Nantes, assez imposant physiquement, et qui est très intelligent, qui dit pas tout ce qu'il sait, et qui dit pas tout ce qu'il fait, forcément, puisque c'est un inspecteur, et qui, dans les dialogues qu'on va dire avec Edouard, que je veux très intelligent, parce que c'est le héros, on a deux personnages intelligents qui s'interrogent d'une certaine manière, et c'est pas évident à écrire. Donc ça, c'est une anecdote. Anecdote après, bah, j'ai beaucoup aimé créer, on va dire, deux histoires parallèles, une histoire dans le présent du roman, et puis une histoire qui s'est passée dans le passé qui est liée au présent. Ça, je trouve ça assez sympa, qu'on apprenne des choses du passé pour comprendre le présent. Et puis c'est un roman qui commence avec une énigme à la première page, au prologue, et qui donne toutes les clés de résolution à la toute fin de l'épilogue. Voilà. Donc j'essaie de faire l'histoire la plus courte possible. J'essaie d'enlever tout ce qui ne servait à rien. J'ai enlevé 3 chapitres, ce qui pour moi est énorme. C'est-à-dire que 3 chapitres, ça représente des jours de travail. Je les ai enlevés grâce à Jean qui m'a conseillé. Je pense que c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de longueur ou presque pas. J'ai vraiment essayé d'enlever toutes les longueurs et de faire que ce soit le temps du début à la fin, qu'on apprenne des choses à chaque chapitre, qu'on avance dans l'histoire à chaque chapitre et que vous ayez cette impression de progression. Et pas d'un moment se dire, bon, elle est là, qu'est-ce qu'il nous gonfle l'auteur là, avec son truc. Enfin, voyez le truc, quoi. Bonsoir Sophie, merci beaucoup d'être là, c'est super sympa. Merci pour tes partages. Tu me diras d'ailleurs, Sophie, si tu veux faire une chronique. Là, j'ai lancé l'esprit numérique, hein, si jamais ça t'intéresse. Et d'ailleurs, vous aussi, chers spectateurs, si jamais vous êtes intéressé par une chronique numérique, vous me dites. Alors, les petites questions, les anecdotes, on a fait ça. Et ensuite, eh bien voilà, nous arrivons à la fin de ce live, hein, ce deuxième live, puisque j'ai loupé le premier, je n'étais pas diffusé, donc j'ai fait un deuxième. Je vous rappelle que le livre est dispo en promo jusqu'au 25 mai minuit, donc jusqu'à dimanche minuit, il est en promo à 2,99 € au lieu de 4,99 €. Je vous invite à le commander, à le commenter et à partager le lien, si vous pouvez, à en parler autour de vous. Le commenter, un commentaire Amazon pour le concours des plumes francophones, pour me faire plaisir, pour donner de la visibilité, c'est magnifique. Je vous remercie chaleureusement tous, lectrices, lecteurs, merci d'être là avec moi ce soir. Si vous n'êtes pas là, d'être sur le revisionnage de cette vidéo, je vais m'arranger pour que vous puissiez la voir, pour ceux qui sont absents. Je vous propose samedi de venir faire un tour sur ma page Facebook. Je vais faire un petit jeu très facile. Ce sera très facile de participer, rien de compliqué, et ça permettra de gagner un brochet dédicacé ou quelques exemplaires numériques. Voilà, donc je vous donne rendez-vous samedi 24 mai. Et donc voilà, donc je vous remercie tous du fond du cœur pour votre présence ce soir. Le Pacte des Abysses est désormais entre vos mains, ou presque. N'hésitez pas à le commander tant qu'il est en promo, et surtout à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un futur live. Au revoir à tous, et merci beaucoup d'avoir été là.